Bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot avant de découvrir notre nouvelle vidéo consacrée à l'intelligence artificielle pour vous dire que cette vidéo a été primée le 17 novembre 2018 lors de la 31e cérémonie du prix Roberval en recevant le coup de cœur de l'Académie des technologies. Alors pour ceux qui l'ignorent, le prix Roberval, c'est un concours international francophone qui récompense des œuvres littéraires, audiovisuelles ou multimédia permettant de mieux comprendre la science et les technologies. Donc, avec toute l'équipe de l'Esprit Sorcier, nous sommes très heureux, très fiers aussi de cette reconnaissance du monde scientifique. Et puis, on vous remercie beaucoup également d'être de plus en plus nombreux à vous abonner et à soutenir cette chaîne qui est aussi la vôtre. Alors, n'hésitez pas à partager nos vidéos et continuez d'apporter vos commentaires, critiques, mais bienveillants. Maintenant, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Ciao! Que peut-il se cacher dans la tête d'une intelligence artificielle? Comment fonctionne son cerveau, ou plus exactement ses cerveaux, car il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle. D'ailleurs, peut-on vraiment parler d'intelligence? Bref, aujourd'hui, je vous propose d'explorer, sans se prendre la tête, les concepts et les technologies qui se dissimulent derrière l'IA. Histoire d'abord de comprendre comment ça marche, à quoi ça sert, et ensuite d'évacuer un certain nombre de fantasmes, même si bien sûr l'intelligence artificielle doit attiser notre réflexion et notre esprit critique. Voici le sommaire. Téléphone, voiture, moteur de recherche, l'intelligence artificielle est déjà présente dans notre quotidien. Mais au fait, c'est quoi l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne ? Depuis les années 2000, l'IA se développe à la vitesse grand V. Pourtant, son invention ne date pas d'hier. Aujourd'hui, grâce aux innovations technologiques, l'intelligence artificielle est experte dans un tas de domaines. Mais les progrès de l'IA sont loin de faire l'unanimité et soulèvent de nombreuses questions. Est-ce qu'un jour les machines remplaceront les humains? Allez, c'est parti, on vous explique tout. Voilà, et pour commencer, on va essayer de mieux cerner ce que l'on appelle intelligence artificielle. Regardez. Oh, il est mignon ce petit robot. Je suis sûre qu'il est équipé d'une intelligence artificielle. Attention, robot et intelligence artificielle sont deux notions très différentes. En fait, l'intelligence artificielle, ou IA, c'est une technique qui permet aussi bien à un robot qu'à une voiture, un moteur de recherche ou même à un téléphone d'exécuter des tâches habituellement réalisées par les humains. Par exemple, une voiture autonome sera capable de repérer et différencier les objets sur la route. Un moteur de recherche analysera le sens de ta demande et même ton téléphone pourra tenir une conversation. Attends, une voiture autonome et un téléphone, c'est pas la même chose? Non, mais tous les deux intègrent des systèmes informatiques. Ils sont conçus pour trier, traiter et stocker des tas d'informations. Et ces systèmes fonctionnent à l'aide d'outils bien pratiques. Ce sont les algorithmes. Un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine. Au départ, tu as des ingrédients. Si tu suis bien les instructions de la recette, au final, tu arrives à un résultat, ici des crêpes. Un algorithme, c'est la même chose. Les ingrédients sont des données brutes, et après avoir appliqué l'algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions bien précises, on obtient un résultat. Oula, je vais avoir besoin d'un exemple, moi. Regarde, si tu demandes à un programme sans IA de te montrer une image de Fred, ce programme va chercher dans sa base de données. C'est une sorte de bibliothèque numérique qui rassemble tous les ingrédients. Ici, les images et les informations qui leur sont associées. Si le programme trouve une image associée au nom de Fred, il pourra répondre à ta demande. Par contre, s'il tombe sur une photo sans l'étiquette Fred, alors le programme ne te la montrera pas. Avec un seul ingrédient manquant, pas de recette possible. L'algorithme n'est pas capable de reconnaître Fred. Dommage, elle était rigolote celle-là. Bon, et mon IA dans tout ça? J'y viens. Avec l'intelligence artificielle, le programme peut faire varier les quantités ou encore l'ordre des ingrédients pour sélectionner la meilleure recette. Tiens, reprenons l'exemple de la photo. Pour reconnaître Fred, tu dois d'abord présenter plein d'images de lui au programme. Au fur et à mesure, il va s'entraîner à le reconnaître. Ici, par exemple, le programme repère les éléments qui ne changent pas, comme la couleur de ses yeux, la forme de sa bouche ou la taille de son nez. Il identifie aussi les éléments susceptibles de changer, comme la couleur de sa chemise. Cette phase d'apprentissage aide le programme à créer une sorte d'empreinte de son visage et à ignorer le reste. Résultat,
La prochaine fois que tu lui présenteras une nouvelle photo de Fred, le programme cherchera les mêmes éléments et bingo! Là, je reste bouche bée. Et ce n'est pas tout. Les IA existent depuis longtemps. Mais avec le développement d'Internet, elles disposent désormais de banques de données gigantesques pour fonctionner. Grâce aussi à la puissance des ordinateurs, qui doublent tous les 2 ans environ, et avec des milliers d'heures d'entraînement, les IA peuvent aujourd'hui aider les médecins à analyser les radios de leurs patients, te suggérer une musique en fonction de tes goûts, ou encore décrire des images pour les non-voyants. Eh ben, heureusement qu'elles ont une bonne mémoire. L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction et le monde entier en a certainement pris conscience en 1997. Vous savez, lorsqu'un superordinateur nommé Deep Blue a réussi à battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Plus récemment, en 2017, c'est le numéro 1 mondial de jeux de Go, Keiji, qui s'est fait détrôner par un programme informatique baptisé AlphaGo. Alors comment une machine créée par l'homme arrive-t-elle non seulement à rivaliser avec son créateur, mais mieux, à devenir plus forte que lui? Comment l'élève a-t-il dépassé le maître? On va prendre l'exemple du jeu de Go et vous allez tout comprendre. Bon, une intelligence artificielle, ça fait plein de choses. Mais concrètement, comment ça marche? Pour bien comprendre, on va prendre l'exemple d'un jeu de stratégie, le Go. 2 joueurs s'affrontent sur un plateau sur lequel sont tracées 19 lignes horizontales, 19 lignes verticales, soit 361 intersections. L'un possède des pierres noires et l'autre des blanches. Le but, c'est d'occuper le maximum d'espace en encerclant les pierres de l'adversaire. La difficulté, c'est le nombre de coups possibles, car dès le 3e tour, il y a plus de 15 milliards de configurations différentes. Tu t'en doutes, c'est un sacré casse-tête, car il y a beaucoup trop de choix. Il n'est donc pas possible de concevoir un programme informatique qui connaisse tous les coups. Ah, mais je parie que l'IA, elle en est capable. L'intelligence artificielle ne mémorise pas tous les coups. Elle s'en sort grâce à ses algorithmes et surtout sa mémoire, les fameuses données. Avant que l'IA soit capable de jouer, on la programme avec les règles du jeu et on lui fournit un grand nombre de données. Ici, par exemple, des milliers de parties réalisées par des joueurs humains. On analyse chaque partie coup par coup. Pour chaque situation donnée, on attribue une note pour chaque coup. La note la plus élevée désigne le meilleur coup à jouer. Ensuite, quand la machine joue, elle choisit le coup avec la meilleure note, c'est-à-dire le mieux adapté à la situation. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle du machine learning ou apprentissage automatique. Mais si c'est nous qui lui apprenons, comment une intelligence artificielle deviendra meilleure que ses professeurs? Aujourd'hui, certaines IA apprennent à jouer toutes seules, seulement en connaissant les règles du jeu et en analysant des parties sans qu'on les aide. Autrement dit, on ne leur donne pas de recettes préécrites, ni de notes pour chaque coup. On la laisse chercher comment arriver au meilleur résultat possible. On appelle ce type d'algorithme l'apprentissage profond ou deep learning. Et pour fonctionner, il faut fournir à l'IA le plus grand nombre d'exemples possibles. À partir de cette grande base de données, l'IA peut extraire des informations qui nous échappent, ce qu'un joueur professionnel qualifierait d'intuition. Mais pour la machine, il s'agit de millions d'informations qui sont recoupées entre elles. Bien sûr, cela nécessite une puissance de calcul considérable, l'équivalent de plusieurs centaines d'ordinateurs. Comme ça, elle peut créer de nouvelles stratégies. Bon, il ne reste plus qu'à les tester alors. Ça, l'IA le fait en s'entraînant à jouer contre elle-même. On appelle ça l'apprentissage par renforcement. Comme son niveau est le même des deux côtés, plus elle fait de parties, plus elle teste ses coups et les parades possibles. Et à chaque fois, sa base de données s'enrichit. Pratique, non? Eh ben, je ne pensais pas que les machines seraient plus intelligentes que nous. Aujourd'hui, les machines peuvent être plus précises que nous dans beaucoup de domaines, et même mettre en place des raisonnements nouveaux. Mais ce sont toujours des intelligences artificielles faibles, car elles restent spécialisées dans une seule tâche. Pour qu'une intelligence artificielle soit un jour considérée comme forte, il faudrait qu'elle soit multifonction, et surtout qu'elle possède quelque chose de plus. Une conscience. Tu vois, l'intelligence, la vraie, c'est beaucoup plus que de la simple analyse. Ouf! Bon, je vais aller me faire une petite sieste. Pour ça, au moins, une intelligence artificielle ne sera jamais meilleure que moi. L'intelligence artificielle, en fait, ce n'est pas vraiment nouveau. Les premières expériences en laboratoire remontent à la fin des années 1950. Et oui, l'IA a déjà presque 70 ans. D'ailleurs, en 1950, un mathématicien britannique nommé Alan Turing propose déjà un test pour mesurer l'intelligence des machines et la comparer
à celle des hommes. C'est le fameux test de Turing. Depuis, eh bien, la machine ne cesse d'apprendre, d'auto-apprendre et de développer ses réseaux de neurones. Voici la grande aventure de l'intelligence artificielle depuis son berceau jusqu'à aujourd'hui. Les premières machines pensantes apparaissent dans les histoires de science-fiction. Par exemple, en 1921, la pièce de théâtre Rossum Universal Robots de l'auteur tchèque Karel Čapek met déjà en scène des machines intelligentes. Dès 1950, c'est au tour des scientifiques d'imaginer des machines pensantes. Le mathématicien britannique Alan Turing publie un article intitulé « Machines de calcul et intelligence » dans lequel il décrit comment savoir si une machine s'approche d'une intelligence humaine. Il appelle cette méthode le jeu de l'imitation, plus connu aujourd'hui sous le nom de test de Turing. Voilà les débuts de l'intelligence artificielle. Pendant l'été 1956, les scientifiques américains John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon invitent leurs confrères à une conférence sur le thème des machines pensantes au Dartmouth College, une célèbre université des États-Unis. C'est la première fois dans l'histoire que le terme d'intelligence artificielle est utilisé. Ils commencent ensuite leurs recherches par décrire très précisément les mécanismes d'apprentissage et d'intelligence chez l'humain pour les reproduire avec une machine. Quel programme, hein ? À partir de 1956, c'est l'essor de l'intelligence artificielle. Les projets fleurissent, stimulés par les débuts de l'informatique. Les premières applications de l'IA sont principalement liées aux mathématiques. D'ailleurs, la même année, le premier logiciel d'IA, le Logic Theorist, est créé par deux chercheurs américains, Allen Newell et Herbert Simon. Ce logiciel réalise tout seul des démonstrations de théorèmes mathématiques. Pratique, hein ? En 1957, le psychologue Frank Rosenblatt invente le premier programme d'apprentissage grâce à un réseau de neurones simples, le perceptron. Entre-temps, l'IA trouve un autre terrain d'étude avec la traduction automatique. En 1954, motivé par la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, un programme de traduction automatique voit le jour. Il traduit 49 phrases russes en anglais. Mais c'est à partir de 1957 que les programmes s'améliorent vraiment grâce à Noam Chomsky, un chercheur linguiste américain qui invente des modèles mathématiques de langage pour les rendre compréhensibles aux machines. Plus tard, en 1965, au MIT, Joseph Weizenbaum développe le programme informatique ELIZA. Il remplace le psychothérapeute pendant les entretiens thérapeutiques. C'est aussi le premier programme qui réussit le test de Turing, mais seulement pendant quelques minutes avant que son identité de chatbot ne soit démasquée. Vous savez, un chatbot, c'est un peu comme Siri ou OK Google sur votre smartphone. Parallèlement, l'IA se répand dans la culture populaire. En 1968, elle apparaît dans le film 2001 « L'Odyssée de l'espace » de Stanley Kubrick. On y voit un ordinateur intelligent, HAL, capable de piloter un vaisseau spatial. La fin des années 1960 marque une période de crise pour l'intelligence artificielle. On parle d'hiver de l'IA. La recherche s'effondre suite à la désillusion scientifique. Il faut dire que les machines sont loin d'avoir une intelligence humaine. Effet domino, les investissements s'écroulent à leur tour. Les premières questions éthiques émergent et avec elles, les premiers reproches. En 1965, le philosophe américain Hubert Dreyfus publie une première critique des recherches sur l'intelligence artificielle. Il conteste notamment le fait que l'intelligence soit réduite à un simple calcul et il souligne l'importance des émotions et du ressenti du cerveau humain. En 1973, le mathématicien britannique Michael James Littell émet lui aussi des critiques dans un rapport commandé par le Parlement britannique, avec pour conséquence le gel des financements européens pour l'IA. Cette période permet de revoir les objectifs à la baisse et d'établir des projets plus réalistes. Pendant ce temps, l'IA s'installe de plus en plus dans la culture populaire de science-fiction, comme avec le célèbre duo C3PO, R2D2 dans Star Wars, qui fait son apparition en 1977. Dans les années 1980, les investissements repartent à la hausse et les recherches reprennent.
c'est l'époque de ce qu'on appelle les systèmes experts. L'idée, c'est qu'une machine effectue les mêmes analyses qu'un expert humain dans un domaine bien précis, comme un diagnostic médical par exemple. Même si le premier système expert apparaît aux États-Unis en 1965, ce type de programme se développe surtout dans les années 1980. Ils servent dans la finance ou encore pour détecter des fraudes aux cartes de crédit. C'est aussi le moment où se développent les algorithmes d'apprentissage qui permettent au programme de traiter des problèmes plus complexes qu'avant. Mais à la fin des années 1980, l'intelligence artificielle vit une nouvelle crise. L'émergence des ordinateurs personnels oriente les financements dans l'informatique classique. Ce n'est que dans les années 1990 que l'IA réintègre les laboratoires de recherche, stimulés par les progrès de l'informatique et le début du big data. En 1997, pour la première fois, l'intelligence artificielle Deep Blue bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. La même année, un logiciel de reconnaissance vocale développé par Dragon Systems est installé sur Windows. Cette période marque aussi l'essor du deep learning grâce à des chercheurs comme le français Yann Lequin qui permettent des avancées importantes dans la reconnaissance d'écriture et d'images. Les nouvelles techniques mises au point sont ensuite utilisées pour détecter des fraudes sur les chèques par exemple. Au cours de la dernière décennie, l'intelligence artificielle prend un nouveau tournant. Et oui, la puissance de calcul des ordinateurs, la capacité de stockage et l'accumulation des données augmentent de façon extraordinaire. Les améliorations techniques développent ainsi la performance des algorithmes. C'est l'ère du deep learning. Par exemple, l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook, DeepFace, égale presque les performances humaines. Et l'IA ne s'arrête pas là. Que ce soit dans les voitures autonomes, la traduction simultanée d'une conversation ou encore les suggestions des moteurs de recherche, l'IA est partout. Elle commence même à porter une casquette d'artiste. Le programme Deep Dream analyse des images et grâce à l'entraînement de ses algorithmes, il est capable de les modifier. Le résultat a parfois des allures un peu psychédéliques. En octobre 2015, l'IA AlphaGo de Google bat pour la première fois le champion européen de Go. Vous savez, le jeu de stratégie aux milliards de possibilités. En 2017, 80% des plus grosses entreprises du monde avaient déjà investi dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le champ des applications de l'IA est immense, mais les questions éthiques évoquées dès les années 1970 sont plus que jamais d'actualité et doivent nous faire réfléchir au statut des futures IA. Depuis une dizaine d'années, l'intelligence artificielle a vraiment pris son envol. Et on la voit s'immiscer aujourd'hui dans tous les domaines. Transport, santé, sécurité, apprentissage, loisirs. Elle est partout, aussi bien à la maison, au travail que dans la rue. Voici quelques-unes des grandes applications de l'intelligence artificielle. Dans les hôpitaux, on trouve de plus en plus de médecins qui travaillent avec des IA pour identifier les causes de certaines maladies comme les cancers. Pour aider les médecins, elles étudient les données des patients récoltées à partir de leurs analyses sanguines par exemple. Et ces IA, elles regardent quoi dans ces analyses ? L'objectif, c'est de déterminer des variants, donc en fait des mutations génétiques qui vont permettre de prédire en fait la sévérité en particulier du cancer de la prostate chez les personnes atteintes. Donc on part en fait de centaines de milliers de variants de l'ADN et l'objectif est d'identifier les variants les plus pertinents en fait pour prédire la maladie. Mais chaque personne a un ADN différent, non? Alors j'imagine que les médecins ont déjà une idée de ce qu'il faut chercher. En général, les médecins ou les biologistes ont déjà des intuitions, voire même déjà des recherches sur les marqueurs qui sont utiles pour prédire la maladie. Et en fait, nous, notre travail, il vient en fait dans une deuxième phase où on cherche à élargir l'espace de variables qu'on regarde et essayer également de trouver des variables synergiques, c'est-à-dire des variables qui, ensemble, vont permettre de prédire. Et donc ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire par les experts et qui sont en fait possibles avec les méthodes de machine learning. Ok, donc l'IA analyse les données et les chercheurs en déduisent les nouvelles pistes à explorer. Quel travail d'équipe! Et comment on lui apprend à bien faire tout ça? Il y a des méthodes qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser une base de données qu'on appelle étiquetée.
C'est-à-dire on a une base pour laquelle on sait quels sont les patients malades et les patients sains, et on va chercher à trouver quelles sont les variables qui vont permettre de faire la différence entre ces patients malades et ces patients sains. Le nombre de patients est assez variable, mais c'est en général de l'ordre de 100 à 1000 patients. C'est des bases de relativement petite taille pour pouvoir faire de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a moins d'exemples que de variables. Et oui, la recherche, ce n'est pas si simple. Bon, du coup, remplacer le médecin par une IA, c'est pas pour tout de suite, hein. Les méthodes que nous développons actuellement, elles ne remplacent pas le médecin, mais l'intelligence artificielle vient vraiment en support de la recherche clinique. Donc pour pouvoir en fait mieux cibler les marqueurs que l'on veut regarder et que l'on veut observer en fait chez des patients que les médecins suivent au cours du temps. Ça permet de réduire en fait ce que l'on recherche dans les analyses de sang, en particulier pour les patients. Donc par exemple, au lieu de regarder l'ensemble des positions du génome ou de tous les variants possibles, on va se focaliser sur quelques variants qui sont spécifiques d'une maladie. Et donc ça fait des tests en fait qui sont plus faciles à mettre en œuvre et qui sont moins chers aussi en routine à l'hôpital. Vous le trouvez comment, cet appartement? Pas mal, non? Eh bien, en fait, c'est un laboratoire et les chercheurs s'en servent pour développer une IA capable de faire ce qu'on appelle du monitoring à domicile. Mais en quoi ça consiste? Le monitoring de l'activité d'une personne, c'est être capable de décrire toute la série d'actions qu'a réalisé la personne au cours de la journée. L'intelligence artificielle que l'on met en œuvre ici, c'est ce qu'on appelle du deep learning, donc de l'apprentissage profond, capable, à partir d'exemples, d'apprendre à quoi ressemble une activité, une chute, un comportement ou un autre. Pour suivre notre activité dans la maison, les algorithmes utilisent des caméras. Regardez, il y en a un peu partout. Bon, mais à quoi ça sert d'analyser tous nos faits et gestes? Donc quand vous avez des personnes un peu fragiles, soit malades, soit âgées, il est intéressant d'avoir un monitoring de ce qui se passe sur leur journée. Leur temps d'éveil, est-ce qu'ils ont bien pris le repas, est-ce qu'ils les prennent de manière régulière ou est-ce qu'au contraire, il y a une déficience, on a oublié de prendre le repas, par exemple dans le cas d'une maladie de type Alzheimer. Ce genre de système peut permettre de faire simplement un bilan et détecter des évolutions lentes. En général, ce sont des maladies qui évoluent relativement lentement et donc les variations sont assez difficiles à détecter. Et grâce à ce genre de système, en ayant vraiment un monitoring continu, on pourrait avoir vraiment de la mesure de précision sur l'activité des personnes. Elle est vraiment aux petits soins avec nous, cette IA. Par contre, ça ne doit pas être facile de lui apprendre à différencier les moments où on cuisine et ceux où on mange. Alors une approche qui est utilisée, elle n'est pas unique, mais c'est une manière de faire, est d'extraire le squelette des personnes. Extraire le squelette, c'est quoi? C'est retrouver la posture de la personne, retrouver la position des membres, des bras, des jambes, également du torse. Et donner au réseau de neurones ce résultat, cette information-là, pour qu'il apprenne les activités en fonction de la posture de la personne et surtout de la séquence de gestes que réalise la personne. Manger, faire la vaisselle, faire le ménage sont des classes différentes. Donc, quand on met une séquence vidéo en entrée du réseau de neurones, chaque classe va avoir un score, et le score le plus élevé est probablement la tâche qui est en cours de réalisation. Oh, vous nous montrez ce que ça donne sur vous? Quand j'entre dans le cadre de la caméra, mon squelette est automatiquement détecté, et à partir de l'analyse du mouvement de ce squelette, on va pouvoir retrouver l'activité de faire le ménage. Ah bah il fait pas peur ce squelette, hein. En tout cas, elle a l'air douée cette IA. Enfin bon, faire la vaisselle avec un balai dans les mains, ce ne serait pas logique. Une autre idée évidemment, c'est de regarder les interactions avec le reste de l'environnement. En particulier, les objets. Typiquement, quand je suis en train de téléphoner, je vais saisir mon téléphone. Quand je suis en train de lire, je vais prendre un livre. Quand je vais regarder la télé, je vais être en face de la télévision. Donc voilà le genre d'informations que l'on peut bien sûr ajouter pour renforcer l'interprétation de l'activité que je suis en train de réaliser. Des machines qui commandent d'autres machines, bienvenue dans l'usine du futur. Ici, les algorithmes peuvent par exemple décider d'arrêter instantanément toute une chaîne de production. Et c'est même pas pour prendre une pause café, hein. On a réalisé un projet qui vise à faire de la détection de défauts sur des plaques métalliques issues de laminoir à chaud. Donc c'est des bandes de métal qui défilent très vite sur une chaîne de production. Donc on est à plusieurs dizaines de mètres par seconde. Il y a des défauts graves, des défauts qui ne sont pas graves. Certains défauts qui vont affecter la qualité du métal, d'autres qui ne l'affecteront pas. Donc c'est important de pouvoir dire très vite dans le processus de production quand est-ce qu'il y a un défaut grave et quand est-ce qu'il faut arrêter la chaîne de production. Et on ne va pas l'arrêter inutilement si ça ne vaut pas la peine de l'arrêter.
Et pour détecter ces défauts, il faut de bonnes infos. Ces IA reposent donc sur des capteurs très spécifiques, des caméras ultra haute définition. C'est ce qu'on appelle des caméras linéaires. Donc, en gros, c'est une caméra qui filme des lignes qui font pratiquement 10 000 pixels de large. On travaille sur des très hautes résolutions, donc c'est plusieurs centaines de mégapixels. Par rapport à un appareil photo numérique, on est 10 à 100 fois plus élevé en termes de résolution. Eh ben, avec des yeux pareils, aucun détail ne lui échappe. En plus, grâce à des systèmes informatiques perfectionnés, les réseaux de neurones, l'IA reconnaît n'importe quel type de défaut. La machine permet d'être beaucoup plus rapide dans l'inspection de défauts et voire même d'être plus précise qu'un opérateur. Donc on a certains défauts qui se ressemblent beaucoup. Un opérateur, il va parfois hésiter entre différents types de défauts. Il va falloir du temps pour prendre une décision. La machine va donner directement des probabilités que ce soit tel type de défaut ou tel type de défaut, avec une fiabilité, on l'espère, meilleure qu'un opérateur standard. Voilà. Oh, vous avez vu ça? Le volant tourne tout seul. Si c'est possible, c'est parce que dans cette voiture autonome, le pilote, c'est l'intelligence artificielle. Pour éviter les obstacles, elle doit d'abord apprendre à différencier les objets qui l'entourent, comme les autres voitures. Lors de l'apprentissage, on va présenter des exemples de toutes les voitures en variant bien sûr l'angle de vue, les conditions de prise de vue, la marque et le modèle pour pouvoir avoir une bonne représentation de la variabilité de ces objets dans un contexte réel. L'IA se débrouille mieux que moi pour reconnaître les modèles de voitures. Enfin, peut-être que je ne regarde pas ce qu'il faut. Elle se concentre sur quoi, l'IA ? Donc l'algorithme reconnaît la forme générale de la voiture. Dans l'image, il détecte également les parties de chaque voiture, ce qui permet également de le localiser en 3 dimensions dans l'espace. Par exemple, de connaître la distance par rapport à la caméra, ainsi que l'orientation de la voiture par rapport à la caméra. Et avec tous ces capteurs, la voiture voit à 360 degrés, de près comme de loin, et même en pleine tempête. Tiens, mais si elle passe à côté d'une publicité avec une voiture dessus, par exemple, ça fonctionne toujours ? C'est un cas qui est plus subtil. Donc là, on va considérer que cet exemple-là est un exemple négatif, bien sûr, puisqu'on ne veut pas le détecter. Mais ceci dit, il y a une voiture dans l'image. Donc c'est un exemple qu'on dit négatif difficile. Ça veut dire qu'on peut utiliser d'autres informations, donc des informations de contexte, pour faire la différence entre une vraie voiture et une voiture dans une image publicitaire. Par exemple, la localisation de l'objet par rapport à la route. Donc le panneau publicitaire sera vraisemblablement posé en hauteur et donc n'aura pas une localisation probable par rapport à la route. Certaines intelligences artificielles sont déjà intégrées à des systèmes de vidéosurveillance. Mais à quoi ça peut bien servir ? Il est extrêmement difficile de surveiller les milliers de caméras qui peuvent être déployées dans une infrastructure ou dans une ville. Donc l'algorithme permet de traiter une masse d'informations qui est extrêmement importante et déjà de repérer dans les flux vidéo les situations qui pourraient être des situations dangereuses. On va entraîner l'algorithme à sortir une probabilité pour chacune des classes de comportement. Et il va donner un score plus ou moins élevé selon la confiance qu'il aura dans le résultat qu'il va produire. L'IA reconnaît aussi des piétons qui traversent la route ou des gens en train de discuter. C'est utile ça pour bien identifier les comportements dangereux ? Il s'agit ici de décrire des comportements élémentaires. Pour ensuite, pour une application donnée, pouvoir construire une fonctionnalité de reconnaissance d'une situation spécifique, d'un comportement spécifique. Par exemple, lorsqu'on a une situation de personnes qui se battent, le mouvement respectif des personnes sera beaucoup plus déstructuré que le mouvement de danseurs, par exemple. Et donc, l'algorithme va chercher à apprendre des descripteurs qui permettent d'encoder cette information de mouvement chaotique afin de bien reconnaître une situation de violence. D'accord, donc en entraînant l'algorithme à différencier des situations très variées, il finit par les reconnaître plus facilement. Et pour ça, il analyse la vitesse des mouvements, leur trajectoire ou encore les points de contact entre les personnes. Le flux vidéo est analysé par l'algorithme qui va, pour chaque région de l'image, modéliser l'apparence visuelle des personnes ainsi que leur mouvement.
Voilà, donc les deux personnes commencent à se battre, à se disputer sérieusement, et on voit que l'algorithme arrive à localiser dans l'image la zone, la région où il y a une situation de violence. On cherche bien sûr à améliorer ces algorithmes et à introduire à la fois des notions de contexte et également à perfectionner les algorithmes de détection d'objets, de reconnaissance d'objets, afin de mieux interpréter la scène, la situation que l'on observe. Vous entendez? Cette IA a un incroyable talent. Aujourd'hui, certaines IA sont capables de créer et de jouer de nouvelles musiques. Comment elles s'y prennent? Ce qu'on va faire, c'est vraiment donner à la machine un ensemble de partitions de Mozart, des partitions de Beethoven. On va lui donner un maximum d'informations qu'elle va écouter, qu'elle va réécouter, qu'elle va reproduire, jusqu'à ce qu'elle soit capable par elle-même de générer des nouvelles mélodies. Le but n'est pas seulement de faire en sorte que la machine puisse produire de la musique, c'est qu'elle la comprenne. Donc, en s'entraînant sur des symphonies de musique classique, elle apprend à composer des morceaux dans le même style. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs créent même des systèmes capables d'improviser en direct avec un musicien à partir des notes qu'il est en train de jouer. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'interaction entre un musicien analogique qui joue de son instrument physique et un musicien numérique capable de pouvoir jouer avec un tout petit peu de matériaux. Par exemple, il faut qu'on ait un système qui soit capable de jouer de la musique sans avoir appris sur des très grosses quantités de données. On peut voir le système qui, au départ, ne peut piocher que dans les 3 ou 4 premières notes de ce qu'a joué le musicien. Et puis au fur et à mesure de la performance, on voit son discours musical s'enrichir. Et tout le principe de nos systèmes, c'est prendre ces samples, ces petites tranches de musique, pour être capable de raconter une autre histoire en les mettant dans un autre ordre, en les transformant. Super! Et ça donne quoi en live? Waouh, on dirait vraiment deux musiciens qui se répondent. Il ne reste plus qu'à imaginer un algorithme qui improvisera sur scène à partir d'une grande mémoire musicale. Ça voudrait dire, est-ce que le système pourrait voir sa petite mémoire musicale sous un autre angle et faire d'autres choix si, en plus de comprendre les règles qu'il y a dans cette petite mémoire musicale, il avait injecté en lui une connaissance des règles qui régissent toute la musique du monde extérieur, en gros. Aujourd'hui, les machines peuvent être plus précises que nous dans beaucoup de domaines et elles arrivent même à mettre en place des raisonnements nouveaux. Mais ces progrès de l'intelligence artificielle sont loin de faire l'unanimité et ils soulèvent beaucoup de questions. Comment l'IA va-t-elle transformer notre société? La machine remplacera-t-elle bientôt les humains? Faut-il prévoir un nouveau statut juridique pour ces créatures artificielles? Et surtout, comment faire parfaitement confiance à une machine, surtout si on ne comprend pas vraiment son mode de raisonnement? Voici quelques-unes des grandes questions que nous avons posées à notre expert. L'impact de ces quelques remplacements qu'on verra sera énorme partout, dans tous les secteurs de la vie humaine. Alors pourquoi? C'est justement cette irruption de l'artificiel dans la communication qui jusque-là était pratiquement toujours humaine. Et comment
cette irruption de l'artificiel et du synthétique va changer nos relations entre nous, entre les humains, c'est une grande question pour laquelle aujourd'hui il y a très peu de réponses. Par exemple, la reconnaissance des visages, la reconnaissance des voix, ça pose des problèmes fondamentaux au niveau des droits de l'homme, de la façon même dont notre société est tissée, dont les individus viennent ensemble pour former un collectif. Aujourd'hui, dans certains pays, pas en Europe, on voit des policiers se promener avec des lunettes connectées sur Internet qui leur permettent en temps réel, en regardant une personne, d'identifier par exemple si cette personne est présente, donc pas seulement de trouver son nom, mais avoir des informations sur, par exemple, est-ce que c'est un criminel ou pas, est-ce que cette personne est présente dans telle base de données de la police. Ces technologies changent la vie privée et changent même notre façon de communiquer avec autrui de façon fondamentale. Moi, je vois une barrière fondamentale, c'est qu'une machine intelligente, un système apprenant, ne définit jamais ses propres objectifs, ses propres buts. Les buts sont programmés par le programmeur derrière. La machine ne connaît que des données. Et donc c'est pour ça que cette intelligence artificielle, elle ne saura pas se donner des objectifs nouveaux qu'elle n'a jamais vus nulle part. Et donc, du coup, il y aura toujours une différence fondamentale entre un agent libre, parce que c'est ça un peu la liberté, hein, un agent humain libre, et cette intelligence artificielle qui sera pas si faible que ça, pas si limitée que ça, parce qu'il est tout à fait possible qu'elle sache faire 200, 2000, même tâches différentes. Pourquoi pas? Mais elle n'aura jamais cette ouverture vers l'inconnu qui caractérise la liberté humaine. Il y a beaucoup de métiers liés à l'apprentissage qui vont sans doute disparaître et qui commencent déjà à disparaître. Dans le secteur médical, par exemple, il faut aujourd'hui lire les scans médicaux. Et le médecin passe 2 ans, 3 ans, toute une formation, hein, une éducation pour apprendre à lire ces scans. Alors la machine peut le faire beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Parce que la machine peut apprendre à la base de millions et de millions d'exemples, sinon des milliards d'exemples, et donc elle sera vite beaucoup plus performante qu'un médecin humain dans la lecture de ces scans médicaux. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de métiers liés à l'apprentissage qui vont sans doute disparaître et qui commencent déjà à disparaître. Et puis il y en a d'autres qui reposent sur l'affectivité, sont en quelque sorte protégés, ne vont pas être remplacés par des machines. Cela ne veut pas dire que les machines seront inutiles pour ces métiers-là. Peut-être que justement, elles viendront comme des assistants, comme des aides pour la décision, mais pas comme quelque chose qui va chasser complètement l'humain de tous les secteurs. La transparence, c'est un impératif éthique et politique qui dit qu'il faut éviter à tout prix ces situations de la non-explicabilité d'une décision qui compte pour vous. Normalement, l'ingénieur, s'il regarde un peu à l'intérieur, va pouvoir vous dire « c'était à cause de ça et de ça ». Et il ne pourra jamais vous dire « c'est juste la machine avec son apprentissage, elle a décidé, je ne sais pas comment ». Et c'est pour ça qu'on utilise ce concept de traçabilité qui en fait remplace en quelque sorte la notion de transparence en pratique. La traçabilité veut dire qu'il sera nécessaire de concevoir un système de telle façon qu'il sera toujours possible de remonter les chaînes causales qui ont mené à n'importe quelle action ou décision de la machine. On peut par exemple mettre un autre système apprenant pour qu'il regarde le premier et qu'il nous explique ce que fait le premier. Donc il y a un système opaque, une boîte noire, mais puis il y a un deuxième qui va mettre des mots, des phrases, des explications dans le langage normal, le nôtre. On peut faire autre chose, on peut essayer
de rentrouvrir un tout petit peu cette boîte, qu'elle ne soit pas tout à fait noire, et par exemple faire des visualisations. Et donc on verra que quand la machine, entre guillemets, réfléchit, c'est là où que ça se passe, hein, c'est là, c'est là. Bon, évidemment, ça n'est pas une vraie explication, mais ça nous donne une sorte de première approche à ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire, et ça nous rassure. Et toutes ces approches, fondamentalement, créent de la confiance. La machine n'est pas une personne, mais ça n'est pas tout à fait une chose. Ce n'est pas juste de dire, ça n'est pas exact de dire que la machine c'est une chose seulement, parce qu'elle calcule, parce qu'elle prend des décisions de façon autonome, donc c'est un peu plus que cela. Moi, je l'appelle un individu numérique. Un individu, c'est un peu plus qu'une chose, un peu moins qu'une personne. Dans le droit actuel, cette catégorie intermédiaire n'existe pas. Et donc je pense que nous allons vers la création de ces statuts intermédiaires. Et je vous donne comme exemple toujours la voiture autonome. Donc il y a aujourd'hui des juristes qui disent, bon, fondamentalement, on ne va pas dire que la voiture autonome soit une personne. Ça n'est pas correct, ça n'est pas intéressant, mais s'il y a un accident tel que la cause de cet accident ne remonte pas directement à un quelconque humain qui est derrière la conception de cette voiture autonome. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'il est derrière un humain responsable. Alors, on peut non pas dire que la voiture soit responsable, mais on peut faire en sorte que la voiture dédommage la victime. Quel statut est-ce que cela crée? Le Parlement européen parle des personnalités robotiques ou personnalités électroniques. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'une catégorie pareille entre bientôt dans les systèmes juridiques européens, en tout cas. Mais je pense que nous allons vers la création des statuts intermédiaires, des statuts qui ne soient ni chose ni personne, mais quelque chose entre les deux. Et ça, c'est déjà une révolution dans le droit qui se profile. Voilà, et pour conclure ce dossier, une petite question pour vous. Qui a dit l'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle? S'agit-il de Kev Adams, d'Alan Turing ou de Woody Allen? Je vous laisse méditer. On attend vos réponses en commentaire. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez des pouces, faites quelque chose. Ce serait vraiment sympa, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.